Ce midi au Radio-Journal, la loi 21 sur la laïcité au Québec est-elle discriminatoire? La question fait couler beaucoup d'encre à la suite du débat d'hier en anglais. J'ai trouvé ça absolument inacceptable et insultant en tant que Québécois. Le Liban se dote enfin d'un nouveau gouvernement et attentat du 11 septembre 2001, 20 ans plus tard, justice a-t-elle été faite? Bonjour, ici Bruno Larose. Le premier ministre du Québec affirme qu'il est de son devoir de défendre bec et ongle la nation québécoise et la langue française. En point de presse, François Legault a dénoncé la question controversée posée hier soir par la modératrice du débat des chefs en anglais dans le cadre de la campagne électorale fédérale qui soutenait que la loi 21 et le projet de loi 96 sont discriminatoires. Le premier devoir d'un premier ministre du Québec, c'est de défendre la nation québécoise, défendre notre langue, défendre nos valeurs. Or, hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, puis contre le projet de loi 96 sur la langue. Le premier ministre Legault réaffirme que ces deux mesures sont légitimes et que le Québec n'a de leçons à recevoir de personne. Il ajoute qu'il est inacceptable que le Québec soit ainsi attaqué dans ses valeurs plutôt, et traité de raciste. Pour sa part, le chef libéral Justin Trudeau a martelé ce matin que les Québécois ne sont pas racistes. J'ai été très surpris par le genre d'amalgame qui a été mis là-dedans et j'ai trouvé ça absolument inacceptable et insultant en tant que Québécois. Les Québécois ne sont pas racistes. Le chef conservateur Aaron O'Toole rejette lui aussi la prémisse de la question posée par la modératrice Shashi Kurl. Les Québécois ne sont pas racistes. Hier soir, le style de certaines questions était injuste, selon moi. Et on doit avoir un débat sur les idées. Comme vous le savez, je vais toujours respecter les champs des compétences des provinces sur la langue, la culture, la laïcité. C'est une question pour l'Assemblée nationale et je vais toujours respecter ça. En réaction aux commentaires de ses adversaires, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré qu'il aurait voulu avoir des réponses spontanées lors du débat hier. C'est parti pour le vote par anticipation en vue des élections fédérales. Les électeurs peuvent se prononcer jusqu'à 21h partout au pays et ce jusqu'à lundi. Les conditions pour voter sont les mêmes qu'à l'habitude, mais il faut évidemment respecter les règles sanitaires. Éric Plouffe a plus de détails. Les électeurs devront sans surprise porter un masque à l'intérieur de leur bureau de vote et se désinfecter les mains à l'entrée. Pour pouvoir voter, ils devront prouver leur identité et leur adresse. Il existe plusieurs possibilités pour remplir ces conditions, comme présenter un permis de conduire ou la carte d'électeur et une facture d'un service public. Et le vote par anticipation est très populaire au pays. 4 700 000 électeurs avaient choisi de procéder ainsi lors de la dernière élection fédérale en 2019. C'était une augmentation de près de 30 % par rapport à l'élection précédente. Le porte-parole d'Élections Canada, Serge Fléfel, croit que la participation pourrait être encore plus élevée cette année. Depuis que c'est mis sur pied, c'est depuis les années 90, et on a ajouté des jours, maintenant c'est 4 jours, ça augmente. Donc on s'attend à ce que ça augmente encore cette fois-ci. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens vont encore voter le jour de l'élection, le 20 septembre. Et les avis sont partagés à propos de la tenue de cette élection, comme ceux de ces électeurs croisés dans un bureau de Québec. Je suis indécis pour 2. En allant voter, je vais choisir mon candidat. Il faut faire notre devoir. C'est peut-être pas le meilleur temps, mais on vient pareil. Matin, je suis ici pour faire mon vote le plus vite possible et de transmettre à la famille d'aller voter. Les bureaux sont ouverts partout au pays de 9h à 21h jusqu'à lundi. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal. À l'étranger, le Liban a enfin un gouvernement après plus d'1 an d'attente. Des tractations politiques interminables ont aggravé une crise économique inédite qui a fait sombrer des millions de Libanais dans la pauvreté. Léo Kalinda a préparé ce qui suit. Le Liban a un nouveau gouvernement de 24 ministres répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans. Le premier ministre Najib Mikati, un homme d'affaires milliardaire de 66 ans, s'est engagé à obtenir une aide internationale. Le Liban est en chute libre depuis plus d'1 an.
au bord du chaos total, victimes de pénuries de carburant, de médicaments, de certaines denrées alimentaires, une inflation galopante, des licenciements massifs. 78% de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU. Des centaines de familles se sont ruées vers Chypre pour fuir l'enfer des pénuries, mais aussi pour des questions de sécurité, selon Nanor Abashian, mère de famille libanaise. Le Liban était sans gouvernement depuis la démission du cabinet de Hassan Diab, quelques jours après l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020. Ici Léo Kalinda, Radio-Canada, Montréal. Les États-Unis vont commémorer demain le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Les attaques revendiquées par le groupe terroriste Al-Qaïda avaient fait près de 3000 morts à New York. Les images des tours jumelles qui flambent avant de s'écrouler comme des châteaux de cartes ont marqué toute une génération. Yannick Dumont-Baron est à New York. Yannick, où en sont les préparatifs pour cette commémoration? On s'affaire à mettre en place toute la logistique pour accueillir quelques milliers de personnes. Vous imaginez bien, surtout des proches des victimes, des dignitaires aussi, dont le président Joe Biden, mais aussi l'ex-président Barack Obama. L'ambiance, elle est sobre près de Ground Zero, là où se tenaient les tours, mais c'est sous haute sécurité également. Ceux qui surveillent les discussions pour identifier de possibles terroristes sur Internet ont remarqué une hausse des activités, peut-être en lien avec l'anniversaire symbolique de cette plus grosse attaque en sol américain. On assure qu'il n'y a pas de menace précise, mais on promet quand même, et ça c'est le maire de New York qui le promet, des moyens extraordinaires pour s'assurer que tout se passe bien demain. Puis Yannick, 20 ans après, où en sont les efforts pour punir les coupables? Je dirais qu'il y a deux fronts principalement et dans les deux cas, c'est assez loin d'être réglé. Ceux qui sont considérés comme les architectes des attentats sont toujours détenus à Guantanamo, sur l'île de Cuba. Ils ont été traduits en justice en 2012, mais leur procès devant un tribunal militaire est encore, imaginez, aux audiences préliminaires. Il n'y a aucun verdict qui est en vue. Ça excède plusieurs proches des victimes. Ils sont plus d'un millier de familles de victimes qui espèrent aussi que leur gouvernement va rendre public plus d'éléments de preuve touchant d'éventuels rôles de gens venant de l'Arabie saoudite dans la planification, dans le financement de ces attaques-là. L'Arabie saoudite qui a toujours nié avoir joué un rôle. Le gouvernement américain devrait rendre public plus de détails. Le FBI a enquêté. Il y a encore des documents qui sont sous-scellés. On pourrait peut-être en savoir plus dans les prochains mois là-dessus. Donc, vous voyez, tout ça se déroule très, très lentement. Absolument. Merci beaucoup, Yannick. Bonne journée.